Nous sommes jeudi 7 juillet 2022. Merci de votre fidélité à la RTG. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. Concentré des impôts ce mercredi été reçu par le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État les a félicités et encouragés avant de leur mettre à disposition des outils indispensables à l'activité fiscale. À l'enseignement supérieur, un projet de réforme vient d'être engagé. Il permettra d'améliorer les programmes de formation supérieure en Guinée. Et puis des intrants agricoles pour des femmes en Zérékoré. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui de l'ONG Twin Ripa dans l'autonomisation des femmes et filles vulnérables en Guinée. C'est au point les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, au Palais Mohamed V, les responsables des services déconcentrés des impôts ont ce mercredi été reçus par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Tous ont été félicités et encouragés par le président de la transition qui, par la suite, leur a fourni des équipements indispensables au fonctionnement des activités fiscales. Fatoumata Kourouma, compte rendu. L'une des principales motivations de l'immersion gouvernementale à l'intérieur du pays, initiée par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, était de se rassurer de l'effectivité de la présence de l'État à travers ses structures déconcentrées sur l'ensemble du territoire national. L'équipe du ministère du Budget présent sur le terrain a détecté des difficultés auxquelles le département est confronté dans l'arrière-pays. Aussitôt, des pistes de solutions furent envisagées. C'est dans ce contexte que les responsables des services déconcentrés des impôts, accompagnés du ministre du Budget, ont été reçus ce mercredi 6 juillet au Palais Mohamed V par le chef de l'État. Nous sommes rentrés d'immersion, une immersion dans l'intérieur du pays qui nous a permis de constater ce que vous nous avez demandé, d'aller se renseigner, s'approprier les problèmes du pays. Au niveau du ministère du Budget, nous avons sillonné tout le pays et nous avons constaté au niveau de l'administration fiscale une déconnexion avec l'administration centrale. Cela dit, les entretiens eus avec tous les directeurs préfectoraux et les inspecteurs régionaux des impôts de l'État, nous avons fait venir à Conakry. Il faut savoir que dans la loi de finances exercice 2022, que nous avons appelé le budget de la refondation de l'État, les impôts doivent mobiliser 11 000 milliards. Et les 11 000 milliards sont repartis aujourd'hui entre tous ces cadres qui sont présents ici dans le cadre d'une mobilisation effective des ressources. Nous sommes dans une situation où l'environnement mondial est un peu bouleversé par la crise ukrainienne et la Covid. Ce qui veut dire que la fiscalité de porte au niveau de la douane va être impactée. Et nous ne pouvons compter que sur nos propres efforts en interne. Récemment, les structures déconcentrées des services fiscaux ont été soumises à la signature de contrats de performance, à travers lesquels un objectif de recette pour le second semestre 2022 a été assigné aux 33 responsables fiscaux des préfectures et ceux des 5 communes de Conakry. L'atteinte de ces objectifs devra aussi inclure la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous ont assigné des objectifs que nous comptons pouvoir relever. Par rapport à la mobilisation des recettes, nous sommes très engagés et les dites recettes aillent effectivement à l'intérêt supérieur du peuple. Nous leur avons donné une feuille de route pour pouvoir atteindre ces objectifs en luttant surtout contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Donc ils ont quelques outils que nous avons essayé de leur donner, sur lesquels on va communiquer ensemble. Il y a des plateformes aussi qui sont mises en place parce que, comme vous le savez, les régions et le niveau central ne sont pas connectés. Donc souvent la transmission d'informations est très délicate, mais tout cela est pris en compte vraiment pour redynamiser un peu ce flux entre l'administration centrale et les services déconcentrés. Afin de faciliter les activités fiscales en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya met à la disposition des acteurs de la mobilisation de recettes un important lot d'outils de travail. Un don qui réjouit à plus d'un titre les bénéficiaires. Nous partons d'ici honorés et surtout équipés. Cela va permettre d'accroître les capacités opérationnelles de nos services qui pourront couvrir des régions qui jusque-là n'étaient pas couvertes. Avec les efforts de digitalisation que nous sommes en train de mener,
l'ordinateur arrive à bon point. Et cela va permettre d'échanger à travers l'Internet et surtout de contribuer à la dématérialisation des procédures fiscales engagées au niveau de la direction générale. En offrant 70 motos et 200 ordinateurs au ministère du Budget, mais principalement à la Direction générale des impôts. Et cette offre s'adresse à tous les services fiscaux de l'intérieur du pays, notamment les chefs section impôts, mais aussi les directeurs communaux des impôts de Conakry, du Breka et de Koya. Il s'agit fondamentalement de les appuyer à la suite de l'immersion, comme nous avons rendu compte qu'il y a un manque de moyens roulants et un manque de matériel de travail et d'infrastructures. Donc le président, pour un départ, a décidé d'offrir ces engins roulants pour permettre aux services déconcentrés des impôts à l'intérieur du pays pour pouvoir sillonner et aller à la recherche des impôts, les collecter et aussi pouvoir les sécuriser. Cet acte du président Mamadi Doumbouya montre à suffisance l'importance qu'il accorde au bien-être des travailleurs guinéens. Les responsables fiscaux des services déconcentrés sortent ainsi galvanisés de cette rencontre avec le chef de l'État et engagés à atteindre les objectifs assignés au ministère du Budget. La République de Sri Lanka a désormais son consulat honoraire en Guinée. Les bureaux ont été inaugurés ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine. L'ouverture de ce consulat symbolise le rapprochement des deux pays. Makale Soma. Pour la première fois, le Sri Lanka a une représentation diplomatique en Guinée. Le fruit d'une véritable offensive menée par le ministre Dr Morisanda Kouyaté sous le leadership du chef de l'État et du Premier ministre. Depuis le début de la transition, avec les signaux positifs envoyés par la Guinée, beaucoup de pays sont attirés. C'est le cas du Sri Lanka, dont le tout premier consul se réjouit du renforcement de l'axe de coopération entre Conakry et Colombo. Also, it is a pleasure to be first event Sri Lanka. C'est aussi un plaisir personnel de devenir le premier consul honoraire sri-lankais en République de Guinée et de pouvoir enfin m'acquitter de mon devoir d'amélioration de nos relations diplomatiques. Dès le premier jour où j'ai été nominé à ce poste de consul honoraire, j'ai travaillé sans relâche pour que notre coopération soit du gagnant-gagnant. Pays d'Asie du Sud, le Sri Lanka est une île située dans l'océan Indien. Avec une population de près de 22 millions d'habitants, le pays a beaucoup de similitudes avec la Guinée sur le plan du paysage. Vous arrivez dans un pays en mouvement positif, mouvement de changement, mouvement de refondation et de respect pour l'État. Je voudrais vous garantir, au nom du président de la transition, au nom du Premier ministre, soyez sûr que l'État guinéen ne faillira pas dans son rôle régalien de garantir à tous les investisseurs la paix, la sécurité. Sous le CNRD, le renforcement de la coopération entre la Guinée et les autres pays occupe une place centrale. La transition guinéenne tient compte des préoccupations du peuple avec une ouverture sur le monde. 10 millions d'euros, c'est le montant que la France, à travers l'Agence française de développement, vient de mettre à la disposition de la Guinée. Ce montant permettra de soutenir l'entrepreneuriat féminin et la protection de la biodiversité dans la forêt de Ziama. Mamadi Gassama, compte rendu. Avec ces deux nouvelles signatures de convention, la France, à travers l'Agence française de développement, réaffirme son engagement à accompagner la Guinée dans son élan de développement. Ces deux projets, vous l'avez compris, répondent à deux grandes priorités qui figurent à l'agenda international. D'une part, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, et d'autre part, la protection de la biodiversité. L'enveloppe financière s'élève à 10 millions d'euros. 5 millions d'euros seront destinés à l'entrepreneuriat féminin et la promotion du genre et les 5 autres millions pour accompagner la protection de la biodiversité dans la forêt des Ziama. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous d'avoir ce financement qui va contribuer à consolider le jonage et le système de surveillance des aires protégées et de nos forêts classées, à appuyer les activités génératives de revenus des communautés riveraines, à
réhabiliter ou restaurer les habitats dégradés des écosystèmes. Ce projet donc s'inscrit dans une dynamique qui va dans le sens des priorités du gouvernement. Lorsque vous regardez de référence intérimaire du gouvernement, vous en avez 5 axes, dont un, c'est la promotion féminine, l'emploi et l'employabilité des jeunes. 2 aspects importants pour le gouvernement, parce que sans lesquels la dynamique que nous espérons ne pourrait pas être respectée. Avec ces 2 nouvelles conventions de financement, l'espoir est permis quant à l'atteinte des objectifs du développement durable en Guinée. Nous poursuivons cette édition. Le nouveau bureau des chambres de commerce francophones vient de tenir sa toute première réunion dans la capitale française. La Guinée a été représentée par son président, en même temps vice-président des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest, Mamadou Alpha Baldé. C'est la toute première réunion des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat des pays francophones cette année. Autour de cette table, les porte-voix de plus de 3 millions d'entreprises échangent sur l'amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé dans l'espace francophone. Nous pensons que nous sommes un levier assez important pour pouvoir participer à l'émancipation de toutes les entreprises dans la zone francophone. Donc nous pensons que nous sommes un levier pour la francophonie économique. Avec un marché estimé à plus de 500 millions de personnes, le bureau de la CPC-CAF entend impulser une nouvelle dynamique dans la conduite du business au sein de l'espace francophone. La Guinée, qui occupe une place importante dans l'organisation, signe son grand retour. Nous avons fait le point, nous avons eu une séance privée de travail, une séance bilatérale qui nous a permis aujourd'hui de savoir que la Chambre de commerce de Guinée avance. Ils ont fait une tournée dans la sous-région, notamment au Burkina Faso, et ils sont revenus avec des propositions et beaucoup de connaissances. Et ce qui me fait plaisir énormément, c'est qu'ils sont en train de mettre en place tout ce qu'ils ont vu dans les différents pays. Nous rentrons à Conakry avec satisfaction, avec beaucoup d'expérience, que nous allons partager aussi avec nos collègues de la Chambre de commerce, dans le cadre pour rattraper tout le temps perdu que la Chambre de Guinée, durant 19 ans, n'était pas la scène internationale et qu'il est temps que nous rattrapons le temps perdu. Après ce séjour de travail dans la capitale française, ces présidents des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat retournent avec de nouvelles idées, celle de booster encore plus leur secteur privé à travers des exemples de réussite et propositions venus de l'ensemble des pays membres. Comment améliorer les programmes de formation à l'enseignement supérieur? Eh bien, un projet de réforme est engagé par le département de tutelle. D'ailleurs, une rencontre de capitalisation des acquis a eu lieu entre des recteurs, directeurs généraux et fondateurs d'universités. La co-construction des programmes et l'harmonisation des approches étaient à l'ordre du jour. Mounir Bari pour en savoir plus. Validation à Conakry des TDR du projet de réforme de programmes de formation dans les institutions d'enseignement supérieur. Au terme des travaux, plusieurs questions liées aux réformes structurelles seront abordées. L'ambition affichée par les autorités du département, la co-construction des programmes, la formation des formateurs et l'employabilité des jeunes. L'amorce de réforme passera forcément par une restructuration complète de nos programmes de formation pour une meilleure employabilité de nos jeunes diplômés à l'issue de leur formation. Cela passe essentiellement par des programmes de formation repensés et adaptés. Ces travaux de concertation sur la réforme et la cartographie des filières et programmes permettront de repenser le système et d'adapter la formation aux besoins des entreprises. À l'instar de tous les secteurs de la vie socio-économique, le secteur de l'éducation en général et en particulier mon département a ouvert de ce fait de vastes chantiers de réforme. Les réformes souhaitées doivent toucher et éponger les points saillants, dont entre autres la gouvernance et le pilotage de l'enseignement supérieur, le renforcement des capacités des institutions d'enseignement supérieur, l'évaluation et l'harmonisation des programmes des institutions d'enseignement supérieur, la multiplication des sources et les niveaux de financement, la création de passerelles cohérentes pour le passage en douceur
d'un niveau d'enseignement à l'autre. Cette rencontre focalisée sur la recherche et l'innovation devra permettre aux recteurs, fondateurs et responsables des institutions de capitaliser les acquis, baliser le chemin de la recherche et de l'innovation et de créer une synergie d'action. Dans le volet éducation, toujours l'actualité est marquée par la validation d'un document faisant l'état des lieux du système éducatif dans 50 sous-préfectures à faible taux de scolarisation. Pour sa mise en œuvre, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et ses partenaires ont organisé un atelier dans un réceptif hôtelier de la place. L'objectif est de promouvoir l'éducation guinéenne dans ces zones rurales. Batoulé Diallo, lancé Kamisoko. Pour 78% des parents, la pauvreté et le manque d'infrastructures scolaires constituent un obstacle pour scolariser les enfants. Pour remédier à la situation, une étude a été réalisée dans 50 sous-préfectures à faible taux de scolarisation par des enquêteurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les partenaires. Un rapport a été publié. La situation reste plus critique dans ces 50 sous-préfectures à faible taux de scolarisation. En 2019, 44,7%, 2020, 46,7%, 2021, 48,7%, 2022, 50,7%. Dans ce document de 44 pages sont recensés les problèmes auxquels sont confrontés les élèves et leurs parents. L'objectif est de réguler la proportion de l'offre et de la demande dans ces localités. Nous pouvons demander à l'État de continuer les campagnes de sensibilisation au niveau des parents. Mais pour mieux sensibiliser les parents, pourquoi ne pas introduire des primes d'encouragement? Par exemple, quand on va dans une zone la plus reculée, une zone rurale, où les enfants ne sont pas scolarisés, surtout les jeunes filles, pourquoi ne pas donner des primes aux parents qui vont s'atteler à cela, qui vont se battre pour mieux scolariser leurs enfants? Une analyse exploratoire de l'état de l'éducation, du climat social et moral de l'école et de son environnement a été menée. Et cette analyse exploratoire fait ressortir des contraintes de nature à limiter l'accès, le maintien et la réussite scolaire des enfants en général et celle des filles en particulier. Selon la même enquête, les travaux domestiques et champêtres, le mariage précoce ou encore l'emploi des enfants dans les mines sont identifiés comme des obstacles qui freinent l'éducation des enfants en général et des jeunes filles en particulier dans les zones rurales. À quelques jours de la fête de Tabaski, le marché à bétail est devenu la convoitise des fidèles musulmans. La plupart d'entre eux se procurent d'un mouton pour perpétuer le rituel du prophète Abraham. Quelques achats sont effectués par la cherté des villes, malgré la cherté des prix. C'est tout au moins ce que nous rapportent nos reporters Kierno Maroufba et Abdoulaye Diallo. Sur l'autoroute Fidel Castro, ce marché à bétail refoule du monde à l'approche de la fête de Tabaski. Pour cette année encore, les acheteurs se plaignent de la cherté du marché de bétail. Le mouton du pays se négocie entre 1,3 million et 2 millions de francs guinéens. Par contre, le mouton des pays voisins comme le Mali, il se négocie entre 2 et 3 millions. Partout, le constat reste identique, même si le marché de bétail est bien fourni. Pas mal. Les clients veulent, tout le monde veut faire ce sacrifice-là, mais par manque de moyens, les autres ne peuvent pas avoir d'accès. On n'a pas pu calculer ça, mais on va remercier le bon Dieu, on a vendu un peu. Nous avons envoyé le gendarmerie qui va sécuriser nous, les marchands, en même temps sécuriser notre client pour que tout ce qui vient ici, qu'il reste en sécurité. Malgré la cherté du bétail, les clients font de leur mieux pour se procurer le mouton qui convient à leur bourse, en vue de perpétuer le sacrifice d'Abraham. C'est pas facile, vous-même, vous voyez, les moutons coûtent très cher, très cher. Donc, on a acheté ça cher et c'est pas facile. Chaque année, on fait ça, chaque année, on a l'habitude de faire ça. Sauf si on n'a pas les moyens. Si on n'a pas les moyens, donc on est obligé de rester à la maison. Un peu cher, il faut dire la vérité, mais on est obligé, comme c'est notre sunna. Au-delà des moutons, les bœufs font aussi la convoitise de la clientèle.
Ces animaux se négocient entre 6 et 9 millions de francs guinéens dans ces différents parcs à bétail. Et pour éviter tout manque de poissons sur le marché guinéen, en cette période de repos biologique, la ministre de la Pêche et de l'Aquaculture a visité quelques entrepôts frigorifiques de la capitale. Le constat est plus que rassurant. Makeme Donzo. Quelques jours après le début du repos biologique de la pêche industrielle, les stocks de produits de pêche disponibles et ceux en cours de débarquement sont rassurants. Même si sur le marché, la cherté de la protéine animale d'origine aquatique est déplorée. Les entrepôts frigorifiques des sociétés de pêche sont quasiment pleins. À Sony Pêche, par exemple, le stock est à près de 5500 tonnes. Nos bateaux sont opérationnels, les bateaux de pêche pélagique, malgré le repos biologique. Et d'ailleurs, notre politique de distribution à Conakry à l'intérieur du pays reste très active. Nous avons, en parallèle de notre production locale, importé de la marchandise de la Mauritanie pour pouvoir avoir un stock et ravitailler toute la population guinéenne. On a à peu près, on va dire, 20 000 à 30 000 cartons stockés. Et il y en a encore qui va arriver d'ici ces prochains jours. J'ai beaucoup de commandes qui vont arriver. Au cours de cette période de repos biologique, qui s'étend sur 2 mois comme d'habitude, les activités de la pêche industrielle sont interdites. Par une visite guidée, la ministre Charlotte et son équipe font le tour des entrepôts frigorifiques de Conakry pour faire l'état des lieux, de la disponibilité et le besoin du marché local. En quantité moindre de poissons, c'est autour de 15 à 20 000 tonnes par mois. Mais aujourd'hui, rien qu'à Sony Pêche, on est autour de 6 000 tonnes, en plus des autres entrepôts frigorifiques, sans compter les produits de pêche artisanale qui vont venir se rajouter. Donc, je peux dire vraiment qu'il y aura suffisamment de poissons pendant cette période, d'autant plus qu'il y a une quarantaine de navires qui sont en train de débarquer et on a mis les inspecteurs sur le terrain pour s'assurer que le poisson qui est débarqué reste en Guinée et qu'il n'y a pas d'export. En dehors du stock disponible, le ministre de tutelle s'est aussi impliqué pour faciliter l'importation de plusieurs milliers de tonnes de poissons. Cela pour éviter une éventuelle crise de produits de pêche durant ces 2 mois de repos biologique. De la formation de la première promotion du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. 3 mois durant, ces stagiaires ont été outillés sur de nouvelles techniques d'intervention. C'est le ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale qui a présidé la cérémonie à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Sanfonia. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie est une nouvelle unité intégrée dans le dispositif de compagnie de gendarmerie territoriale. Un personnel composé de sous-officiers et d'élèves gendarmes. Au terme d'une formation théorique et pratique, ils reçoivent leurs attestations à l'école des sous-officiers de Sanfonia. Cette formation vise à renforcer les capacités opérationnelles du personnel gendarme dans le cadre de la sécurité publique en complément de l'action des unités territoriales. La mise en place de ces pelotons de surveillance et d'intervention vise à renforcer le dispositif sécuritaire dans les agglomérations. Vous, commandants d'unité, à travers la clôture de cette formation, nous mettons à votre disposition dès aujourd'hui le personnel formé aux nouvelles techniques d'intervention et aussi des véhicules tout-terrain permettant d'accroître votre réactivité. La formation de cette unité est un acquis permettant de lutter professionnellement contre la délinquance sur la voie publique de nuit comme de jour, mais aussi de sécuriser les sites sensibles et les zones criminogènes. Pour les forces de défense et de sécurité de la République de Guinée, et plus spécifiquement pour la gendarmerie nationale qui a l'honneur ce matin de disposer de moyens matériels et de la qualification nécessaire à l'accomplissement efficace de ces missions régaliennes, notamment veiller à la sécurité publique par la surveillance de toute l'étendue du territoire national, assurer le maintien de l'ordre public, l'exécution des lois et des règlements dans le but de protéger les institutions, les personnes et leurs biens, ainsi que de la participation à la défense opérationnelle du territoire national. Le personnel du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sera déployé sur toute l'étendue du territoire national. Des avancées significatives
enregistrés sous leur CNRD. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'appui à l'autonomisation des femmes et filles vulnérables en Guinée, l'ONG Twin Ripa procède à la remise des diplômes et matériels d'accompagnement aux bénéficiaires en fin de cycle de formation. La suite avec Mohamed Saleh Oupaye, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Dans le cadre de la lutte pour le droit et l'autonomisation des femmes et filles vulnérables dans la région administrative de Zérékoré, l'ONG Twin, Today Women International Network, vient de procéder à la remise de vivres et de plusieurs autres équipements de travail aux différents groupements et associations de femmes. L'objectif général de ce projet, c'est vraiment de contribuer à l'autonomisation féminine au niveau national et aussi réduire vraiment les cas de violences faites aux femmes dans le cadre des AGR. Vous n'êtes pas sans savoir, quand une femme vraiment est économiquement posée, elle est beaucoup plus résistante à beaucoup de violences. Cette cérémonie se tient à un moment où le gouvernement fait de sa préoccupation l'autonomisation de la jeune féminine, mais aussi et surtout la protection de la petite enfance. Sortir 1750 femmes et filles des griffes de la marginalisation et autres violences basées sur le genre est l'ambition de ce projet. Ces équipements devraient leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Nous exprimons à tous les organismes représentés ici, en vous témoignant nos vifs remerciements et saluons tous vos efforts louables, traduits ici par vos multiples dons que l'orphelinat Saint-Kizito a bénéficié dans le cadre d'améliorer leurs conditions de vie. Le développement, ce n'est pas seulement la construction des écoles, des centres de santé, des routes, mais le véritable développement, c'est le développement du capital humain. Soutenu par Twin à hauteur de plus de 3 milliards de francs guinéens, ce projet va s'étendre sur une durée de 3 ans. En Guinée, Youth Connect est placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette initiative lancée par le ministre Béa Diallo contribue à l'insertion socio-économique des jeunes à travers des projets novateurs. Déjà, les membres ont capitalisé des résultats sur des programmes Pays Youth Connect. Martin Fancinadono, explication. Youth Connect Africa est un programme panafricain initié en 2012 par le gouvernement rwandais sous l'égide du président Paul Kagame. Depuis 2020, la Guinée partage sa vision de connecter sa jeunesse à celle africaine pour la transformation socio-économique du continent à travers les événements fédérateurs et d'appui aux initiatives juvéniles. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui de la transition, où nous parlons de changement, de refondation, il faut que les jeunes se parlent, il faut que les jeunes interagissent entre eux et ce projet concourt à 100% à cet idéal du président de la République. Le projet fait du chemin à travers son volet Youth Connect for Women. Avec le financement de l'ambassade de Russie, plus de 600 jeunes femmes entrepreneurs sont appuyées dans toutes les régions du pays. Youth Connect a franchi des étapes exceptionnelles. On a vu dans l'entrepreneuriat féminin, dans l'entrepreneuriat des jeunes, dans la finance inclusive, dans les initiatives génératrices de revenus. Monsieur le ministre a évoqué l'agriculture, le secteur manufacturier, le commerce, etc. En tournée africaine de travail dans les 23 pays membres, la directrice exécutive de cette institution intervient en visioconférence à partir de Kigali. Ici à Conakry, les membres lancent officiellement les activités. Accompagné de son homologue de la fonction publique, le ministre de la Jeunesse préside la cérémonie. Derrière cette décision d'entreprendre, il faut aussi un accompagnement, il faut aussi une structuration. Et je pense que Youth Connect fait partie effectivement de ces éléments et de ces ingrédients dans lesquels beaucoup de partenaires aujourd'hui nous soutiennent et nous accompagnent effectivement pour permettre à cette jeunesse de pouvoir effectivement trouver sa place dans ces sociétés. Du 13 au 15 octobre prochain, un sommet continental se tiendra à Kigali, au Rwanda. Ce rendez-vous annuel va mobiliser 10 000 personnes à forte représentativité des jeunes.
Pour finir, les pèlerins guinéens sont depuis les premières heures de la matinée de ce jeudi à Mina. Dès ce soir, ils s'en iront pour Arafat, la place sacrée où aura lieu vendredi le traditionnel rituel du Hajj. Ibrahima Khalil Diakité, Aboubakar Junior Camara. Aux côtés du secrétariat général aux affaires religieuses, les responsables diplomatiques et consulaires ici en Arabie Saoudite sont au bon soin des pèlerins. Ligue islamique à disposition bêta. Depuis le Kahiji d'Aminayang. Le secrétariat général aux affaires religieuses a pris toutes les dispositions cette année pour bien loger les pèlerins, surtout proches des lieux de prière. C'est une première. Changement d'eau au Fanandi. Les autorités veulent aussi rassurer les proches des pèlerins à l'écoute en Guinée que tout est mis en œuvre pour faciliter le séjour de leurs parents sur les lieux saints de l'islam. Alhamdulillah, Dieu merci, tout se passe bien. Vraiment, l'organisation est là. Nous sommes bien logés. Et puis, dans des hôtels confortables. Le Hajj se déroulera vendredi à Arafat. La coïncidence avec le vendredi saint est interprétée par les Ivridis comme un bon présage. Mesdames et messieurs, c'était pour vous l'essentiel de l'actualité.